C'est l'info, votre double page info du week-end, Martin Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce 37e numéro de C'est l'info. Nous sommes ensemble pour une heure d'actualité et de décryptage. Et au sommaire cette semaine, la décision de Donald Trump de sortir de l'accord sur le nucléaire iranien fait craindre une déstabilisation au Moyen-Orient. Les diplomaties européennes vont tenter de limiter les conséquences économiques de cette décision en cherchant à signer un nouveau texte. Analyse à suivre de Thierry Coville. Les longues grèves sont plus difficiles à arrêter qu'à lancer, voilà ce que pourra retenir Air France qui en apporte une nouvelle fois la preuve. Alors que la compagnie a connu ce mardi son 15e jour de grève en 10 semaines, il aura fallu 2 réunions lundi soir et mardi matin aux représentants de l'intersyndicale pour accoucher d'une lettre ouverte à la direction qui ne met pas formellement fin à la grève sans pour autant la prolonger. Entretien avec Christophe Campestre, vice-président du syndicat des pilotes, le SPAF. Et puis le foot va-t-il exploser ? Voilà le titre du dernier livre de Pierre Rondeau, économiste qui sera avec nous tout à l'heure. Un livre qui met en avant le développement exponentiel porté par des investissements considérables de riches milliardaires, mais également l'explosion des droits télé et les recettes tirées du merchandising. Également cette semaine dans C'est l'info, le duplex à Urdos dans le sud-ouest de la France avec Franck. Où il nous parlera notamment de la vie non sereine des ours. Et puis ici Londres et les coulisses de l'info, vos chroniques habituelles en fin d'émission. Tout cela également à retrouver sur le www.c-l'info.fr. Soyez les bienvenus, c'est parti pour ce 37e numéro. Soyez et restez bien à l'écoute de C'est l'info. Donald Trump a pris mardi une décision risquée et lourde de conséquences, néanmoins inscrite dans son programme de campagne, le renoncement à l'accord nucléaire conclu en 2015 avec l'Iran, tout en amorçant pour la fin novembre le rétablissement des sanctions américaines. Nous en parlons avec Thierry Coville. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran. Alors Thierry Coville, quel est le premier objectif de Donald Trump en se retirant de l'accord ? Si vous voulez, c'est dit comme ça, mais je pense que le premier objectif, c'est d'être fidèle à ses promesses de campagne. Je pense d'abord ses objectifs de politique intérieure. Je pense qu'il part du principe que sa capacité à se faire réélire, se rallier à sa capacité à montrer qu'il tient ses promesses. Donc je pense qu'il donne la priorité à les questions de politique intérieure avant c'est plus important pour lui que les conséquences de ses décisions sur le plan international. Oui, et cet accord, donc, qui prévoyait un ensemble de restrictions et de contrôles pilotés par l'Agence internationale de l'énergie atomique, cet accord était-il respecté par l'Iran ? Ah oui, il y a eu 10 rapports de l'IEA qui montrent que l'Iran a respecté à la lettre toutes ses obligations. Oui, et donc, on le sait, les États-Unis n'étaient que l'un des 7 pays engagés dans la signature de cet accord, ce qui signifie que celui-ci reste en place pour les 6 autres. Les Européens vont-ils vouloir continuer à maintenir en vie ce dernier ? Et puis, que feront les Russes et les Chinois qui, pendant les années de sanctions, ont été les principaux partenaires économiques de l'Iran ? Oui, si vous voulez, les Européens sont sur la même ligne que les Russes et les Chinois. L'idée, c'est de maintenir l'accord. Parce que, si vous voulez, ce qui est partagé par tout le monde, sauf par les États-Unis, c'est que un danger maximum, ce serait que l'Iran sorte de l'accord et recommence à enrichir l'uranium à 20%. Je pense que l'objectif des Européens, ça va être de convaincre les Iraniens, de leur donner des garanties que la sortie des États-Unis de l'accord et les nouvelles sanctions américaines qui seraient réimposées n'auront pas un impact significatif sur l'économie iranienne, qui permettrait à l'Iran, et notamment aux modérés et au président Rouhani, de pouvoir toujours dire que l'Iran reste dans l'accord. Donc ça, c'est l'objectif numéro 1. Et Thierry Coville, comment risquent d'évoluer les tensions entre l'Iran et l'Israël après ce retrait ? 2 pays qui sont déjà en confrontation directe en Syrie. Mercredi, des roquettes attribuées à l'Iran ont été tirées vers l'État hébreu qui a riposté. Et ces échanges sont les plus graves sur le plateau du Golan depuis 1973. Et très clairement, effectivement, je pense qu'il y a un lien entre la décision de Donald Trump de sortir de l'accord et les affrontements qu'on a vus hier, dans le sens où on voit très bien à quel point c'est dangereux. Et il y avait quand même l'accord sur le nucléaire, c'était le premier
accord signé par l'Iran et les pays occidentaux, validé par une résolution des Nations Unies. Donc, de l'accord qu'on fait Donald Trump, c'est quand même faire un pied de nez à l'Iran, c'est renforcer les durs en Iran. Et je dis pas qu'il y a un lien direct de cause à effet, mais c'est quand même donner le sentiment à l'Iran que la négociation ne paye pas et qu'il faut qu'il privilégie le rapport de force. Donc, très clairement, la décision de Donald Trump renforce plutôt le camp des durs en Iran. Et on peut penser que on ne sait pas trop ce qui s'est passé hier, mais les durs en Iran sont plutôt partisans de la manière forte, et notamment ils voulaient répondre aux attaques successives d'Israël contre les troupes iraniennes en Syrie. Ouais, quid également bien, de l'état d'esprit du peuple iranien, puisqu'avec ce retrait, les Iraniens ont beaucoup à perdre économiquement et la population locale va connaître une inflation hors norme. Sur quel état d'esprit justement le peuple iranien va-t-il se reposer? Il ne faut pas exagérer, si vous voulez. Bon, la situation économique s'est quand même améliorée en Iran, même s'il y a encore des problèmes sociaux, mais la situation économique s'est améliorée en 2016-2017. Les gens sont ce qu'ils pensaient que la Corée aura plus tombée économique, mais disons il y a quand même une amélioration de la situation économique. Et je dis ça va jouer là-dessus. Si les sanctions américaines ont un effet dévastateur ou très négatif sur l'économie iranienne, il est très clair que ce sera très difficile pour Rouhani de maintenir une adhésion de l'Iran à cet accord. Par contre, si l'effet est minime et que la croissance continue en Iran et que la situation ne se dégrade pas trop, il sera possible de maintenir cet accord. Parce que si vous voulez, d'un autre côté, si l'Iran recommence à enrichir l'uranium à 20% et sort de l'accord, dans ce cas-là, il sera vraiment très très difficile pour les Européens de maintenir un dialogue avec l'Iran, et il risque d'y avoir des tensions encore plus fortes, éventuellement des nouvelles sanctions américaines et pourquoi pas européennes si l'Iran recommence à enrichir l'uranium à 20%. Donc c'est pour ça que si vous voulez une sortie de cette crise par le haut, ce serait vraiment que les Européens arrivent à agir pour contrer les sanctions américaines et convaincre vraiment les Iraniens de rester dans l'accord. Oui, et puis effectivement, la décision de Donald Trump prise mardi soir va également causer tort à de nombreuses entreprises européennes et françaises. Concrètement, qu'est-ce qu'une entreprise française comme Total ou PSA, qui ont signé des contrats depuis 2 ans en Iran, que risquent ces entreprises si elles poursuivent leurs activités en Iran dans les 6-9 mois à venir? Oui, alors c'est généralement, si vous voulez, spécifiquement, le Trésor américain, généralement ça se passe comme ça, va dire publiquement que telle entreprise contrevient à la loi américaine. Et dans ces cas-là, pour obliger l'entreprise à quitter l'Iran, ils ont effectivement un moyen de pression énorme qui est, alors, si l'entreprise a des activités aux États-Unis, ils peuvent la menacer de fermer le marché américain, et également ils peuvent aussi appliquer une sanction financière importante, comme ils l'ont fait avec BNP Paribas. Donc la justice, le Trésor américain a différents moyens de pression pour appliquer ces sanctions et forcer une entreprise désignée comme coupable de quitter le territoire américain. En plus, on sait très bien que l'effet d'annonce aussi est assez dévastateur, parce que ces grandes entreprises n'aiment pas comme ça être quand même mis en avant par la justice américaine. Donc c'est vrai que pour éviter un tel scénario, il apparaît vraiment indispensable, on va dire, pour parler un petit peu de manière un peu courante, c'est que l'Union européenne monte au créneau et donne un certain nombre de garanties aux entreprises françaises et européennes qu'elles ne les laisseront pas tout seules face à la justice américaine. Et enfin, Thierry Coville, dernière question, Donald Trump peut-il revenir en arrière dans 2 ou 3 ans et proposer la signature d'un nouvel accord si d'ici là, le régime iranien, par exemple, change, évolue? Non, mais ça, c'est des fariboles, ça. Si vous voulez, c'est le narratif Donald Trump qu'il a fait dans son discours il y a 2 jours, de dire que oui, donc je sors de cet accord, et si on le suit bien, dans quelques mois, les Iraniens vont venir, on va négocier sur tout. Voilà. Bon,
ce dont on est à peu près sûr, c'est que ça n'arrivera jamais. Si vous voulez, c'est même rationnel. C'est-à-dire les Iraniens ont passé dépensé tellement d'énergie à négocier cet accord pour 2015. C'était tellement compliqué d'arriver là que l'idée déjà de l'abandonner est compliquée pour eux. On le voit, ils y tiennent. Et donc l'idée de l'abandonner et de revenir auprès des États-Unis, compte tenu de quand même des insultes répétées que porte Donald Trump à l'égard de la République islamique d'Iran, me semble, pour rester, comment dire, mesuré, un scénario très irréaliste. Bien. Eh bien, nous en resterons là. Merci beaucoup Thierry Coville d'avoir pris le temps de répondre aux questions de C'est l'Info. Vous êtes chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Iran. Et maintenant, que va-t-il se passer chez Air France après le rejet par une majorité de salariés du projet d'accord et l'annonce de la démission du PDG Jean-Marc Janaillac? L'incertitude et l'inquiétude semblent désormais l'emporter au sein de la compagnie. Nous allons parler de tout cela avec Christophe Campestre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes commandant de bord chez Air France depuis près de 30 ans, vice-président du syndicat des pilotes d'Air France, le SPAF. Alors pour que les choses soient des plus claires possibles pour nos auditeurs, pourriez-vous nous rappeler dans un premier temps l'ensemble de vos revendications ? Eh bien écoutez, donc ce sont des revendications qui sont faites en intersyndical, donc qui réunissent, ce qui veut dire que ça réunit plusieurs syndicats, des syndicats de métiers du sol, des syndicats de métiers navigants, hôtesses et stewards et pilotes. Ça consiste essentiellement à demander un rattrapage de l'inflation sur les 6 dernières années, puisque la compagnie allant mal après la crise financière de 2008, nous avons été obligés de faire des efforts. Donc les salaires ont été bloqués là pendant 6 ans. Et donc c'est aussi simple que ça, c'est un rattrapage de l'inflation en fait sur ces 6 années, ce qui correspond à peu près à 5,2% d'augmentation des grilles. Alors néanmoins, donc malgré ce rattrapage et ces efforts, Air France est déficitaire au jour d'aujourd'hui. La compagnie perd 274 millions d'euros, là où British Airways gagne 1,3 milliard d'euros, Lufthansa plus 2,36 milliards. Alors finalement, est-ce que en quittant Air France aujourd'hui, Jean-Marc Janaillac ne pourra-t-il pas dire dans 10 ans, lorsque la compagnie sera une compagnie de seconde zone, voire une compagnie en faillite, je fais bien évidemment référence aux propos de Bruno Le Maire, les salariés n'auront pas voulu m'écouter, mais j'avais raison. Évidemment aussi quand on sait que le mouvement débuté en mars a déjà coûté 300 millions d'euros. Alors sur les chiffres, je pense que c'est pas tout à fait exact dans le sens où l'année dernière on a été bénéficiaire, on n'a pas été déficitaire. Donc même si on a été beaucoup moins que British Airways ou Lufthansa, c'était un résultat positif. Sur le premier trimestre, les chiffres qui viennent d'être annoncés sont négatifs. Mais si vous regardez l'histoire d'Air France sur les 15 dernières années, tous les premiers trimestres sont négatifs. C'est le plus mauvais trimestre de la compagnie. C'est structurel, c'est lié, on est saisonnier, donc forcément on gagne moins d'argent pendant l'hiver qu'on en gagne pendant l'été. Voilà. Ensuite, sur les 300 millions de pertes de la grève, ça, malheureusement, on en est tout à fait conscient. Mais ce cher monsieur Janaillac, c'est un peu de sa faute tout ça, parce qu'on dit toujours c'est la faute aux méchants syndicalistes, aux méchants grévistes qui font perdre de l'argent à la compagnie, qui les mettent en danger. Mais il faut bien se rendre compte que c'est toujours quelque chose qui marche dans les deux sens. C'est-à-dire, en fait, on a des interlocuteurs qui, en l'occurrence, n'ont jamais entamé le dialogue, dans la compagnie dans une situation de blocage. Alors après, quand on interroge la population avec un taux de participation qui est quand même plus qu'honorable pour ce genre de référendum et que la majorité des gens est contre un accord, peut-être que M. Janaillac n'a pas pris du tout la mesure du mécontentement de la compagnie, de l'inquiétude des gens. Donc c'est lui qui met en danger la compagnie, donc il ne peut pas venir après faire la morale, voire faire la leçon à ses propres employés. Oui, mais alors, dans le même temps, alors évidemment, donc beaucoup de participation et 55% des salariés qui ont décidé de vous suivre, eh bien, certains vous accusent dans le groupe Air France, et pas uniquement la compagnie, de défendre des intérêts catégoriels qui vont donc à l'encontre d'autres intérêts des salariés donc de ce groupe Air France. Que répondez-vous par exemple à ces hôtesses et stewards qui eux aussi réclament des augmentations de salaire, notamment au sein des compagnies low cost comme Joon, là où vous, pilotes, conservez vos avantages? Écoutez, nous, pour l'instant, sur ce qui concerne la compagnie Air France, donc nous travaillons en intersyndical pour l'attrapage de l'inflation, ça concernera toutes les catégories de personnel. Voilà.
Concernant Joon, alors là c'est très différent dans le sens où Joon est un nouveau concept que Air France a inventé, où les pilotes sont des pilotes d'Air France, donc aux mêmes conditions de travail qu'Air France. Et par contre, tous les hôtesses et stewards, donc tous nos PNC, les personnels navigants commerciaux, sont recrutés à la base, c'est-à-dire ils n'appartiennent absolument pas à Air France, et donc ils sont sur des contrats qui sont radicalement différents d'Air France. Ça c'est sûr. Et bon, à ce niveau-là, c'est pas du tout de notre ressort, c'est pas du tout pour nous ce genre de négociation, puisque c'est complètement indépendant en fait. Si quelqu'un avait dû se battre, ça aurait été nos syndicats de PNC, donc des personnels navigants commerciaux, de le faire, parce qu'ils ont laissé un petit peu le verre s'installer dans le fruit, avec des emplois sur des lignes Air France, parce que Joon vole à 70% sur des lignes Air France, il faut être conscient de ça. Donc c'est une espèce de concurrence directe dans la même compagnie, de deux entités différentes pour nos hôtesses et stewards. Oui, et par ailleurs, vous réclamez donc, je le rappelais, vous le disiez en début d'interview, un peu plus de 5% de hausse de salaire, là où la compagnie propose donc 2%. Un compromis sera-t-il trouvé au final parce que finalement, bon, 5 ou 2% en matière en termes mathématiques et économiques, ce n'est quand même pas la même chose. Ah ben bien évidemment, c'est sûr. Mais déjà, quand ils sont montés à 2%, c'est sous la contrainte, parce qu'au début, c'était 1% sur l'année et encore coupé en deux, puisqu'ils voulaient faire 0,6 en avril et 0,4 en octobre, ce qui n'est pas un vrai 1% dans l'absolu. Pareil, mathématiquement parlant. Et donc, on espère qu'on va pouvoir se diriger vers un compromis, mais là, en l'état actuel, c'est vrai on était en blocage complet, c'est-à-dire pas du tout d'écoute de notre DRH, Monsieur Gâteau, qui n'a jamais fait un seul geste dans notre direction. Oui, et pour évoluer un petit peu, Air France n'aurait-il pas intérêt à augmenter finalement le nombre d'heures de vol réalisées par vous, les pilotes, quand on sait qu'un pilote Air France vole 700 heures par an contre 780 pour un pilote travaillant chez British Airways, 80 heures de plus par an, c'est environ 80 Paris-Nice par an. Là aussi, peut-être une importante limite de la compagnie, non ? Alors ça, c'est absolument pas dépendant de nous finalement, parce que je pense qu'on a les mêmes limitations que ce soit les Allemands à Lufthansa, les Anglais à British et nous Air France. C'est une question d'organisation de la compagnie. En fait, je pense que si vous demandez à la plupart des pilotes s'ils veulent voler plus, ils vont vous dire bien évidemment, on veut voler plus, dans les limites bien sûr de la réglementation. Il faut aussi savoir que chaque année Air France, vu la gestion des effectifs qui a été assez calamiteuse pendant toutes ces dernières années, puisqu'il n'y a pas eu d'embauche, pas de formation, il y a quelques pilotes. Moi, je suis sur Boeing 777, sur long courrier. Il y a à peu près un quart des pilotes qui sont arrêtés de vol avant la fin de l'année puisqu'ils atteignent justement ces butées opérationnelles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser pour ne pas se mettre en infraction vis-à-vis de la loi. Alors Laurent Berger, donc le patron de la CFDT hier, était invité chez nos confrères de Europe 1 et il déclarait les personnels au sol n'ont pas intérêt à suivre les syndicats des pilotes, c'est-à-dire vous, parce que c'est eux qui vont payer la facture à la fin. Que lui répondez-vous ? Pour moi, Monsieur Berger, là, il est totalement discrédité déjà depuis vendredi, quand il a appelé à voter oui au référendum. Je pense que ses propres troupes au sein d'Air France l'ont désavoué. Il a traité le président du SNPL, notre syndicat de pilotes, de leader Maximo, ce qui est complètement ridicule d'employer des termes pareils. Pourquoi pas lui le traiter, je sais pas, moi, de collaborateur ou d'agent du MEDEF, quoi. Je veux dire, c'est quand même très étonnant de la part d'un patron de centrale syndicale. Donc, si vous voulez, il continue un peu cette politique d'essayer de diviser et d'essayer de collaborer finalement avec la direction. Donc, Et pour enfin, nous, il a vraiment perdu beaucoup de sa légitimité. Ouais. Et enfin, Christophe Campestre, qu'attendez-vous du successeur de Jean-Marc Janaillac ? Quel président vous faut-il, vous, syndicat des pilotes de ligne chez Air France ? Si vous voulez, nous, pour replacer un peu les choses dans leur contexte, Monsieur Janaillac s'est auto-sabordé. On n'avait rien de particulier contre lui. On aurait bien aimé qu'il reste pour s'occuper du groupe. Il a choisi de faire un référendum en faisant une espèce de chantage à la démission, ce qui me paraît pas vraiment digne d'un patron d'un groupe de la taille de Air France KLM, parce que faut quand même rappeler que M. Janaillac est président du groupe Air France KLM, pas seulement d'Air France. Il a donc des grosses responsabilités vis-à-vis de KLM, donc et des Hollandais, nos collègues hollandais, qui ont d'ailleurs très mal vu cet engagement personnel qu'il a pris. Il s'est exposé de lui-même à quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Ceci dit, après, on voit beaucoup d'inquiétudes. Je suppose, c'est un peu ce que vous disiez, là, une espèce d'alarmite aiguë en disant Air France est en danger, Air France va mourir. Il y a toujours une direction Air France, il y a un directeur général, il y a un DRH, M. Gâteau, qui prend ses ordres directement du gouvernement apparemment, puisque c'est un homme politique, c'est pas un capitaine d'industrie.
Et ils sont tout à fait aptes à négocier. Monsieur Janelac, à la limite, n'avait même pas besoin de s'engager comme il l'a fait personnellement. Il aurait pu laisser son directeur général d'Air France, ainsi que le DRH d'Air France, gérer le problème d'Air France. Je pense qu'il ne s'est jamais ingéré comme ça dans les affaires de KLM quand il y a eu des négociations au sein de KLM. Il n'est pas intervenu personnellement en les menaçant de démission, des choses comme ça. Merci beaucoup Christophe Campestre, commandant de bord chez Air France depuis près de 30 ans, vice-président du syndicat des pilotes d'Air France. Et cette grève donc qui devrait continuer en tout cas sur le mois de mai et peut-être voire plus si aucun accord n'est trouvé d'ici là. Écoutez, là, pour l'instant, je pense qu'il va quand même y avoir une accalmie. Là, en ce moment où je vous parle, il y a l'intersyndicale qui est réunie à Roissy, là, et ils sont en train de parler justement du mois de mai, du mois de juin. Je pense sincèrement qu'il y aura une pause, le temps que les gens réfléchissent et prennent une stratégie. Par contre, c'est sûr que si les négociations ne reprennent pas sur des bases beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus saines, il risque effectivement d'y avoir de nouveau des conflits. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous donner ni de date, ni de délai, en fait. Ça reste pour l'instant du projet. Merci beaucoup Christophe Campestre d'avoir répondu aux questions de C'est l'Info. Le foot va-t-il exploser? Titre du livre de Pierre Rondeau qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste du sport et professeur à la Sports Management School. Alors le foot va-t-il exploser? C'est donc un livre que vous publiez le 3 mai dernier, coécrit avec Richard Bouygues aux éditions de l'Aube. Et donc votre livre met en avant l'inflation des coûts dans le monde du foot, en prenant par exemple l'exemple des droits télévisuels ou même le prix d'un joueur il y a 30 ans face au prix d'un joueur aujourd'hui. Alors justement, d'où vient la libéralisation de ce football européen puis mondial et l'explosion du marché des transferts? Alors oui, effectivement, vous l'avez très bien dit, ce que je mets en avant, c'est l'explosion des coûts, droits TV, prix des joueurs et salaires. Ce qu'on met aussi en avant, c'est pour ça justement qu'on s'inquiète d'un risque d'implosion, c'est qu'à la fois on voit ce quelqu'un en fait une certaine explosion des coûts et finalement une stagnation, voire une réduction de la plus-value ou des gains de productivité liés à l'économie du football. Donc c'est pour ça qu'on s'en inquiète. À la question justement pourquoi ces coûts explosent et pourquoi on assiste-t-on à une immense libéralisation, dérégulation du football européen, il faut remonter. Alors il y a plusieurs dates importantes qui se posent dans l'histoire du football professionnel. La première date la plus importante à mon sens, c'est 95 avec l'arrêt Bosman, qui est un arrêt de la Cour européenne de justice, donc qui a été décrété directement par une entité européenne, qui acte de fait la libéralisation, la libre circulation des facteurs de production dans le marché du football. Et en l'occurrence, les facteurs de production dans le marché du football, ce sont les joueurs de football. Donc de fait, l'arrêt Bosman acte la libéralisation, la libre circulation de l'intégralité des facteurs de production, donc des footballeurs de l'espace communautaire. Donc sur le marché européen, on va avoir une intensification de la concurrence, puisque l'ensemble des clubs européens vont pouvoir s'échanger des joueurs sur un marché dérégulé, libéralisé, sans aucune contrainte. Donc, ce qui a provoqué une inflation des coûts, une inflation des salaires et une totale opacité, puisqu'il n'y aura plus de réglementation, plus de quotas, plus de règlements, plus de régulation. Ce sera un laisser-faire absolu acté par la Cour européenne de justice. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, tout ce qui concerne l'explosion des coûts, on a aussi assisté à une inflation considérable des droits TV des droits TV qui financent très grande partie les budgets des clubs de football, qui ont explosé. À titre d'exemple, dans les années 80, quand Canal+ est arrivé en France sur le marché de la retransmission télévisuelle du football, Canal+ avait payé 800 000 euros les droits de diffusion de la Ligue 1. 800 000 euros dans les années 80, ils ont atteint aujourd'hui 748 millions d'euros. Et on parle d'1 milliard pour la période 2021-2024, voire 1,5 milliard. Donc ce qui s'est passé, c'est que, en gros, le football s'est mondialisé, le football s'est internationalisé, le football s'est ancré comme étant le sport le plus populaire du monde. À titre d'exemple, 100 millions de téléspectateurs à la finale de la Coupe du Monde 94, 3,2 milliards à la finale 2014. Donc voilà, il y a eu une intensification des spectateurs. S'il y a plus de spectateurs, de téléspectateurs, il y a plus de clients potentiels, il y a plus d'audience potentielle, et les télés sont à l'affût justement pour capter cette audience qui augmente. Donc forcément, les droits explosent. Et si les droits explosent, c'est aussi les budgets des clubs de foot qui explosent, donc plus d'argent. Ça, c'est le deuxième élément.
Le troisième élément qui est directement lié au second et au premier, il y a la mondialisation et l'inflation des droits TV, c'est l'arrivée des investisseurs étrangers. Il y a eu de plus en plus, et surtout pour la période 2010-2018, il y a eu un intérêt croissant des investisseurs étrangers, à la fois intéressés par l'afflux d'argent, justement, qui émanait des droits TV, et aussi intéressés par la mondialisation du football et l'attrait, justement, mondial qui a pris le football. Donc des investisseurs qataris, émiratis, russes, chinois, de tous les pays du monde, ont investi le football, ils ont injecté encore plus d'argent. Enfin, le dernier élément, et là il est un peu paradoxal, c'est de considérer que le fair play financier qui date de 2011, c'est un acte de l'UEFA qui impose à ce que un club de foot ne peut pas dépenser plus qu'il ne gagne. Le fair play financier, de fait, a permis une augmentation considérable des recettes, puisque les clubs ont dû rationaliser leur comptabilité et dorénavant ont dû d'abord chercher, partir à la quête de recettes de merchandising, de marketing, de sponsoring pour pouvoir dépenser a posteriori. Avant de faire play financier, la logique c'était je dépense comme un investissement pour espérer gagner par la suite. Depuis faire play financier, c'est je dois d'abord gagner pour ensuite dépenser. Donc comme je dois d'abord gagner, les recettes des clubs de foot ont augmenté et donc comme les recettes ont augmenté, sur le marché des joueurs, les prix ont augmenté, les salaires ont augmenté, et on assiste à une augmentation entre 96 et 2016, les salaires ont augmenté de 450%, par exemple. Donc voilà, on assiste à une augmentation considérable des budgets de dépenses et de l'argent qui intègre le marché du football européen. Et alors du coup, Pierre Rondeau, pour lutter contre cette fameuse explosion et cette ultra-libéralisation du secteur, on peut même plus parler de libéralisation à ce stade, en tout cas si l'on suit donc votre livre, eh bien vous proposez des solutions comme eh bien par exemple le rétablissement des quotas dont vous utilisez le terme plusieurs fois dans votre bouquin, c'est-à-dire sur une équipe de 11 joueurs, utiliser donc 6 joueurs formés par le club et 5 joueurs à l'étranger, un modèle qui est déjà très prisé par exemple en Allemagne. Hein. Exactement. Ici, vraiment, véritablement, on voulait vraiment sortir et on a vraiment désiré montrer qu'un modèle pérenne, solvable et soutenable existait. On voulait vraiment sortir de la caricature, je dirais, politiquement gauchiste, qu'on a pu d'ailleurs voir dans les médias ou voir un peu à l'Assemblée ou ailleurs, suite justement à l'arrivée de Neymar au PSG pour 222 millions d'euros. On n'a pas du tout voulu cracher sur le football, on le répète d'ailleurs dans le livre, on est là pour protéger notre sport chéri. Donc on a voulu trouver des solutions pérennes, durables, solvables et intelligentes qui n'empêcheraient pas une amélioration des compétences footballistiques, une amélioration de la compétitivité footballistique, mais qui permettraient simplement de protéger le football contre justement ces externalités négatives, ces risques d'implosion qui sont directement liés à la dérégulation du marché. Ce qu'on ne veut pas, c'est contrôler et planifier le marché. Ce qu'on veut dans une optique je dirais, très keynésienne, c'est simplement laisser faire le marché, mais corriger toutes les défaillances que le marché peut créer. Donc, vous l'avez dit, effectivement, on a réfléchi à la possibilité de pouvoir rétablir les quotas qui existaient justement avant l'arrêt Bosman, ou des quotas, 6 joueurs, alors soit formés à l'échelle du club, soit 6 joueurs nationaux, plus 5 joueurs étrangers de l'espace communautaire, quitte ensuite d'avoir 2-3 jokers pour l'espace extra-communautaire, qui permettrait de protéger les joueurs nationaux et d'éviter, on ne l'a pas précisé, mais d'éviter aussi les faillites sociales qui existent dans le football avec un taux de chômage très élevé, un taux de précarisation très élevé et une sortie du cursus, universitaire footballistique du centre de formation où on a justement 90% des joueurs qui ne parviennent pas à signer, des apprentis footballeurs qui n'arrivent pas à signer un contrat professionnel. Donc le fait de rétablir des quotas permettrait de protéger la formation nationale française, allemande, anglaise, espagnole, italienne, européenne, et donc d'éviter toutes ces défaillances liées au marché dérégulé. Et il y a ça, donc ces quotas, et voilà, on parle aussi d'autres propositions. On a aussi une contribution Coubertin qui viendrait finalement prélever 1% sur l'ensemble des transferts internationaux. Donc 1%, c'est une taxation finalement extrêmement faible qui n'aurait pas perturbé la bonne mécanique du marché footballistique. Mais ce 1% sur l'ensemble des transferts permettrait de financer un fonds de développement, un fonds de soutien pour la protection de l'ensemble des sportifs et des sportives, une redistribution pour le secteur amateur, pour le sport amateur qui est très important, une redistribution pour la reconversion des sportifs et des sportives, pour la protection, donc voilà,
un ensemble d'outils qui ne viendraient pas gréver ou perturber le marché, mais qui viendraient simplement corriger ces défaillances. Et alors justement, cette ultra-libéralisation du monde professionnel football, en football en tout cas, eh bien, est-ce que cette libéralisation pourrait-elle se ressentir à terme vers d'autres sports? Alors, bon, le foot féminin, hein, parce que c'est du foot, mais également le rugby, le handball, des sports donc collectifs qui pourraient donc à terme croître comme le football a croît ces 30 dernières années. Si vous voulez, le risque principal, au-delà des risques sociaux et humains, vraiment, je vais rester dans un cadre purement économique. Le risque principal et majeur du libéralisme, où que ce soit, c'est l'éclatement des bulles. C'est pour ça qu'on parle d'explosion du football. Le libéralisme, en laissant faire les acteurs du marché agir comme ils le souhaitent, par une forme d'irrationalité, d'ailleurs, ce qu'on parle dans le bouquin, il y a une forme d'irrationalité dans le football, par une forme d'irrationalité parce que je vais pas reprendre les cours d'histoire de la pensée économique, mais le libéralisme, c'est formé, c'est constitué sur des hypothèses préétablies où on considérait l'humain comme étant parfaitement rationnel, un homo economicus capable de maximiser les satisfactions personnelles sous contrainte. Le problème, c'est que les hypothèses préconçues sont infondées empiriquement puisque les êtres humains ne sont pas parfaitement rationnels. Donc le risque du libéralisme, justement par se laisser faire d'individus irrationnels, on aboutit à un éclatement des buts puisqu'on va parier sur des choses qui ne prennent pas de valeur. Donc on aura un décalage entre valeur d'échange sur le marché et la véritable valeur d'usage. D'ailleurs, c'est sur quoi on s'inquiète par rapport justement au droit TV. On se pose la question, si on est capable, Canal+, Beansport, SFR ou autres, sont capables de dépenser 1 milliard d'euros pour des droits TV footballistiques, est-ce qu'ils vont avoir un retour sur investissement? Est-ce que les gens vont continuer à regarder du football où il n'y a plus aucun suspense, où la compétitivité sportive a disparu, à s'abonner en masse pour que les chaînes de télévision puissent récupérer leur investissement initial de 1 milliard? Donc c'est un risque d'implosion à ce niveau-là. Et quand on est justement à la question, est-ce que ce libéralisme, je dirais, très politiquement mortifère et égoïste, pourrait aussi saccager ou en tout cas s'attaquer à d'autres sports que le football? Encore une fois, c'est la marche à suivre, je pense qu'on va voir. Le football féminin, à l'heure actuelle, ne rapporte peu. Et comme il rapporte peu, la valeur des droits TV est extrêmement faible. Pour le foot féminin, par exemple, on parle de 1 million d'euros par an pour les droits TV de retransmission à la télévision. Alors qu'on est à 740 millions d'euros pour le football masculin. Donc à l'heure actuelle, on n'en est pas là. Mais un risque peut aboutir, un risque peut arriver. Je pense aussi au rugby qui ne cesse de prendre de la valeur, que ce soit en Angleterre ou en France. De la même manière, si on laisse faire, si on continue à déréguler, à libéraliser, on pourrait aboutir à un éclatement. À l'heure actuelle, c'est pas ce qui arrive, parce que le rugby, que ce soit le rugby français ou anglais, a imposé quand même des garde-fous. Je pense par exemple que la salary cap, le plafonnement des salaires, que nous on cherche à imposer à l'échelle européenne, existe déjà dans le top 14. Donc il y a déjà des garde-fous qui existent. Encore une fois, je le répète, ça peut arriver. Je suis pas un oiseau de mauvais augure, mais je préfère prendre le moins de risques possible et garantir mes arrières. Mais en gros, si on laisse faire, si on dérégule totalement, les choses peuvent très bien arriver d'ici 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 50 ans. Il y a des gens, par exemple, qui m'ont dit que mon discours, j'ai en tête un certain nombre de journalistes qui m'avaient appelé à la sortie du livre, qui m'avaient dit, attendez, ces choses-là, le football est explosé, on en parle depuis 20 ans. Je répète, moi je veux pas que ça arrive. Donc tant que ça n'arrive pas, je suis très content. Je veux pas dire, regardez, j'avais raison, ça va arriver. Tant que ça n'arrive pas, c'est très bien. Moi, je veux protéger le football. Je l'aime tel qu'il est. Donc je veux le protéger. Et donc je veux pas qu'on laisse faire parce qu'on dit que ça marche et que d'ici X années, ça explose. C'est déjà arrivé dans l'histoire d'ailleurs qu'il y ait des faillites sportives, des faillites de clubs. Je le cite dans le livre, dans les années 2000, beaucoup de clubs anglais de 2e, 3e et 4e division ont fait faillite du fait d'un retrait des chaînes de télévision. Donc finalement, cette télédépendance existe et pourrait très bien perdurer d'ici justement la période 2021-2024. Et enfin, donc pour terminer, Pierre Rondeau, vous êtes donc économiste, économiste du sport. Est-ce que votre livre finira par arriver dans un milieu politique? C'était le but qu'on s'était donné avec Richard Bouygues, le fait de l'avoir fait justement avec la Fondation Jean Jaurès, qui est un think tank qui est proche des partis de gauche, notamment du Parti socialiste. Le fait aussi que Richard Bouygues, alors ça n'a pas été précisé sur la 4e de couverture, mais Richard Bouygues est aussi le premier adjoint de la mairie du 12e arrondissement de Paris, élu socialiste.
Le livre, en tout cas, au-delà du Parti socialiste, le livre a été envoyé à l'ensemble des parlementaires, députés et sénateurs de tous les partis politiques confondus, sauf le Front National. Ils ont tous reçu. Et on a eu des retours. Moi, j'ai déjà eu des retours de la part de certains députés et sénateurs socialistes. Mais encore une fois, droite, gauche confondue, on ne cherche pas à mettre des barrières. Nous, ce qu'on veut, c'est participer à une réflexion pour améliorer le football. Il est évident que nous sommes plutôt d'obédience de gauche, mais je le répète, si des gens à droite, au centre, à l'extrême gauche veulent aussi participer à la lutte pour protéger le football, très politiquement, je pourrais dire qu'on est tout plus en rit. Mais tant qu'on est là pour protéger le football, moi, j'invite tout le monde à participer. Je ne veux pas du tout rentrer dans des carcans idéologiques et dire je suis socialiste, donc je refuserai le débat avec un mélenchoniste ou avec un filloniste, par exemple. Moi, je veux protéger le football. Et si quelqu'un d'obédience différente de la mienne me dirait je ne suis pas d'accord avec vous et vous dire pourquoi, j'accepterai le débat et on pourra entamer un débat, une réflexion pour faire avancer les choses. L'appel est donc lancé. Merci beaucoup Pierre Rondeau d'avoir répondu aux questions de C'est l'Info, économiste du sport. Merci à vous. Donc vous publiez Le foot va-t-il exploser, donc avec Richard Bouygues aux éditions de l'Aube et en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès, comme vous le précisiez il y a quelques instants. À très bientôt. Ici Londres. Ici Londres avec Alexander Seal. Bonjour Alexander. Bonjour Martin. Alexander, vous avez cette semaine choisi de nous parler à Londres, toujours dans le cadre du Brexit, des rebelles de la Chambre des Lords qui infligent un 14e camouflé à Theresa May. Le vote avait lieu en début de semaine. Le gouvernement de Theresa May a été désavoué encore une fois à la Chambre des Lords en ce qui concerne le Brexit. Les Lords, majoritairement pro-européens, ont donc voté mardi dernier un amendement supprimant la date de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne du projet de loi sur le Brexit. Les Pairs, qui ne sont pas élus, ont voté à 311 voix contre 233 un amendement supprimant du texte la date du 29 mars 2019 pour la sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Ils se sont également prononcés majoritairement en faveur d'un amendement favorable au maintien du Royaume-Uni dans le marché unique. Theresa May est donc coincée entre les Lords, qui sont pro-européens et qui veulent que leur pays reste dans le marché unique, et son ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson, qui a qualifié de fou le projet de la première ministre de l'Union douanière. Madame May veut le faire adopter par son gouvernement avant le Conseil européen à Bruxelles fin juin. 2 ans après le référendum, Londres est toujours dans l'incertitude. Quelle union douanière choisira le Royaume-Uni avec ses voisins de l'Union européenne ? Le vote des Lords constitue la 13e défaite du gouvernement sur le même projet de loi devant la Chambre des Lords. Les Pairs n'ont pas le dernier mot pour voter les lois, donc le rôle revient à la Chambre des communes. Il y a une sorte de jeu de ping-pong. Alors tout ça s'explique par la position ambiguë du leader du Labour Party, Jeremy Corbyn, sur le Brexit. Il refuse de défendre le maintien du Royaume-Uni dans le marché unique, pourtant souhaité par 87% des adhérents. Et bien sûr la position très faible de Theresa May et de son gouvernement. Le 3 mai dernier, il y a eu des élections locales en Angleterre. Les partis de l'opposition, les libéraux-démocrates et les Verts, ont courtisé les électeurs du conservateur et du Labour Party qui étaient mécontents. Donc, il y avait des immigrés européens qui étaient autorisés à voter au niveau local. Ce vote à la Chambre des Lords mardi dernier constitue une étape importante de pouvoir arrêter le Brexit. Une majorité de députés contre la ligne de Jeremy Corbyn souhaite également un 2e référendum sur le Brexit. À la semaine prochaine. Merci beaucoup Alexander. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour de nouvelles actualités londoniennes. À suivre le duplex Franck Payanaf qui va nous parler des ours. Le duplex.
duplex. Le duplex à Urdos dans la vallée d'Aspe avec Franck Bayana. Bonjour Franck. Bonjour Martin, bonjour à tous. Aujourd'hui vous nous parlez de l'histoire des ours dans les Pyrénées. Exactement, il faut remonter très loin en arrière pour savoir qu'il y avait des ours à une époque dans les Pyrénées, ils se comptaient par centaines et puis petit à petit l'homme a pris la main sur la nature et petit à petit les ours des Pyrénées se sont éteints, il y en avait une quinzaine dans les années 80 et plus que 5 en 1995, le dernier ours des Pyrénées. Vous l'avez peut-être connu, il s'appelait Cannelle, elle a été tuée en novembre 2004 par un chasseur et depuis là, il n'existe plus réellement d'ours des Pyrénées génétiquement parlant et du coup au début des années 90 lorsque l'extinction commençait à se faire sentir, on a décidé de commencer à réintroduire des ours dans les Pyrénées. Et du coup donc pour combler cette absence, des ours ont été réintroduits. Parlez-nous un petit peu justement de l'histoire de ces ours. Alors on a tout d'abord choisi des ours slovènes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont proches des ours pyrénéens, que ce soit sur le patrimoine génétique mais également sur le mode de vie. Les 3 premiers ours à avoir été réintroduits dans les Pyrénées, ils ont été réintroduits dans les années 95-96. Aujourd'hui on compte 37 ours dans les Pyrénées centrales, c'est-à-dire dans l'Ariège, la Haute-Garonne et l'Est des Hautes-Pyrénées et seulement 2 dans les Pyrénées occidentales, c'est-à-dire l'Est du 64 et l'Est du 64 et l'Ouest du 65. Et du coup, donc aujourd'hui, on reparle fortement de ce dossier. Les politiques s'en sont même emparés. Oui, parce que Nicolas Hulot, fin mars, a annoncé la réintroduction de 2 ours femelles dans les Pyrénées Atlantiques pour l'automne prochain. Et du côté des agriculteurs, ça fait nettement parler parce qu'on craint notamment une attaque sur les troupeaux, parce qu'ici il y a beaucoup de troupeaux, que ce soit de brebis, de moutons, de chèvres, etc., etc. Et pour faire entendre leur mécontentement, il y a des tags anti-ours qui ont fleuri dans la vallée, tout comme des impacts de balles sur les panneaux de signalisation. Lundi dernier, ils ont organisé une manifestation à Pau avec 1 millier d'agriculteurs. Et d'ailleurs, il n'y avait pas que des agriculteurs à manifester, il y avait des moutons, des vaches, des chèvres, également même des personnes qui manifestaient en chevaux pour se faire entendre dans la cité béarnaise. À l'issue de cette manifestation, une partie de ce groupe a été reçue par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, Gilbert Payette, pour faire entendre leur mécontentement au gouvernement français. Et il y avait également de nombreux parlementaires qui étaient présents pour soutenir les agriculteurs, notamment 2 que je vous propose d'écouter. David Habib, qui est député dans la 3e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, qui est contre la réintroduction de l'ours, et puis Jean Lassalle, le député le plus concerné, le député de la 4e circonscription, ancien berger, et pour lui, il est extrêmement remonté contre Nicolas Hulot. Il parle d'un mensonge d'État. Je vous propose d'écouter, c'était lundi dernier. Je suis solidaire du combat de celles et ceux qui vivent dans la montagne et qui ont besoin aujourd'hui de davantage de réponses économiques et sociales que de réintroduction de l'ours. En Marche, c'est très parisien. On en a encore la démonstration aujourd'hui. Macron, c'est Paris. Pour le premier anniversaire de son élection, on a une démonstration ici que Paris a une vision très romanesque, très fausse de ce qui se passe sur le territoire. On réintroduit des ours sans savoir si c'est compatible avec la vie. On réintroduit des ours sans se demander si c'est la priorité des habitants. On réintroduit les ours pour des Parisiens qui viennent en voyage et en vacances dans les Pyrénées. Ça ne peut pas correspondre à un modèle politique, un modèle économique et un modèle culturel. C'est un mensonge d'État, c'est un mensonge mondial, c'est un de ces mensonges, des artifices qui leurrent totalement les peuples, parce que les peuples ne sont plus respectés. Et ici, oui, c'est un mensonge d'État. La vraie question, c'est d'où vient la fortune de Nicolas Hulot et celle du WWF. Voilà la vraie question. Et avec qui ont-ils contacté, si ce n'est avec tous ceux qui ont détruit la planète aujourd'hui. Ce n'est pas eux qui l'ont détruite. C'est ceux qui ont envoyé les pires gaz dans l'atmosphère, toutes les fumées, et qui ont rendu les sols complètement inertes à la vie. C'est un système qui oblige tout le monde à mentir. Les préfets sont sommés de mentir du matin au soir. Les députés, les sénateurs, tout le monde doit mentir. Eh bien, ils sont venus dire qu'il y en avait ras-le-bol. On ne peut plus vivre dans le mensonge. Il faut dire ce qui est. Tout ça, c'est du baratin tout ça. Oui, moi j'ai essayé, des loups et des ours sont des fauves. Et on ne peut pas leur en vouloir, ils ont été créés ainsi. Et un ours,
eh bien, il faut qu'ils mangent des brebis. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Et des loups aussi, et les loups, c'est encore pire. Donc, tout ça, c'est des faux problèmes. Moi, je ne reviendrai plus qu'au vrai problème. C'est le mensonge d'État. Il est dans le fait que l'on affirme qu'il y a un problème d'ours et de bergers. Ce n'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est de savoir qui a financé la Fondation Nicolas Hulot. Qui finance depuis des années le WWF? Est-ce qu'il n'y a pas là, parmi ces financeurs, des mecs qui ont foutu la planète en l'air? Des mecs qui ont foutu la planète en l'air. Le reste, c'est pour la sensiblerie, pour tous ceux qui sont coupés de nos vertes vallées, dans lesquelles des hommes et des femmes luttent encore pour la survie. Et on oblige tout le monde à mentir. Un préfet doit mentir comme un arracheur de dents, du matin au soir. Un député doit mentir, un sénateur doit mentir. Halte au mensonge. Alors on a voulu avoir l'opinion des agriculteurs à l'issue de cette réunion. Malheureusement, au moment où nous réalisions l'entretien avec des confrères de France 3 et de BFM TV, nous avons été interrompus par un agriculteur qui voulait qu'on aille tous devant la scène. Or, nous étions pour la plupart en direct à ce moment-là et on n'a pas pu les interroger. Je vous propose d'écouter les 10 secondes qu'on a eu en entretien avec, du coup, c'est Guy Estrade, le président de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques. Bien, écoutez, on sort là d'une rencontre avec monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Donc, autour de moi, des éleveurs et des représentants de tous les départements, du département et des départements. Juste 2 minutes. Mais c'est important. S'il vous plaît, on est en direct. C'est les organisateurs. Venez devant là-bas. On est désolé, on doit interrompre. Venez devant là-bas. Non, mais vous pouvez faire là-bas, mais c'est important pour vous. Donc voilà, on a voulu leur donner la parole, malheureusement on n'a pas pu. Tant pis, mais en tout cas on a eu quand même Gilbert Payette, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, après, à l'occasion d'un point presse, pour nous expliquer un petit peu ce qu'il s'est dit autour de ce dossier de l'ours. Donc Gilbert Payette, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui nous explique le contexte de ce dossier au niveau de l'État. Alors pour l'instant, la majorité ou même les organisations représentatives agricoles sont dans une posture qui est le refus de la concertation. Mon rôle à moi, mon objectif à moi, et j'ai déjà commencé à m'y employer, c'est bien de montrer que quelles que soient les formes, parce qu'on peut discuter de modalités, et je pense qu'on trouvera des modalités acceptables pour les uns et les autres, c'est qu'on a toujours intérêt à discuter. Aujourd'hui, dans le massif pyrénéen, nous avons 43 ours, nous en avons 41 dans le noyau central, 2 dans le noyau occidental. Dans ce noyau central, il est de fait qu'il y a l'Ariège et les autres départements. Si je prends l'année de 2017, il y a plus de 700 brebis qui ont pu être tuées en Ariège, ce qui est totalement inacceptable, et je l'ai dit d'ailleurs aux représentants de ce département, contre une centaine et même moins d'une centaine dans les autres départements. C'est d'ailleurs pour cela qu'une mission spécifique a été lancée par le gouvernement, avec notamment 2 inspections générales en appui à la préfète de l'Ariège, pour travailler sur la protection des troupeaux et l'amélioration des indemnisations. Est-ce que le fait que brebis-ours est possible selon vous? Alors s'agissant de cette cohabitation brebis-ours, une fois de plus, on peut constater qu'on a 2 situations totalement différentes entre le département de l'Ariège et les autres départements. L'approche selon le mode de pastoralisme est peut-être un peu simpliste, mais c'est quand même un élément d'explication. L'étendue des mesures de protection, et notamment l'adhésion aux mesures de protection, est un élément aussi. Après, vous avez d'autres éléments objectifs. Il est de fait qu'aujourd'hui, il y a une concentration de la population d'ours dans l'Ariège, et je pense que la stratégie pour la biodiversité, avec son volet ours dans le massif pyrénéen, vise aussi à améliorer cette situation-là. Merci beaucoup Franck pour toutes ces précisions donc depuis Urdos dans la vallée d'Aspe sur l'histoire de ces ours dans les Pyrénées et puis bien sûr le côté politique parce que finalement oui tout est bel et bien politique là-dedans. Merci beaucoup Franck et à la semaine prochaine. Merci beaucoup Martin, à la semaine prochaine. Le duplex. Les coulisses de l'info, Gaëtan Helmans. Les coulisses de l'info avec Gaëtan Helmans. Bonjour Gaëtan. Bonjour Martin. Bonjour à toutes et à tous. Ça n'est jamais drôle d'annoncer la mort d'une chaîne, surtout pour des passionnés de médias, mais le 8 avril dernier a eu lieu la fin d'une chaîne de télé sur les box. Une chaîne de télé pas comme les autres. No Life était disponible sur les box ADSL et sur Molotov,
consacré à la musique japonaise, la japanisation, les jeux vidéo et la culture geek. En effet, après 11 ans de très bons et très loyaux services, l'écran noir est définitivement apparu le 26 avril dernier, ou un peu avant ou un peu après, selon les différents opérateurs. La faute à un manque d'investisseurs, entre autres, et de mémoire de passionnés du monde médiatique, je n'ai jamais vu autant de téléspectateurs attachés à une chaîne de télé. D'ailleurs, à ce sujet, un dossier complet sera consacré à cette chaîne et à son histoire et sera à découvrir prochainement sur notre site. Alors on le sait, et vous nous l'aviez dit à l'époque, Gaëtan, Tex, l'animateur de France 2, a été évincé en début d'année. Et lors d'une interview à un magazine télé belge, Télépro, Tex a parlé entre autres de son éviction, des personnes qui l'ont soutenu et de son avenir dans le monde médiatique. Tex garde le moral après son éviction de France Télévisions il y a quelques mois suite à une mauvaise blague dans l'émission C'est que de la télé, présentée par Julien Courbet sur C8. Il a notamment reçu le soutien de Nagui ou Patrick Sébastien suite à son éviction. Pour autant, il n'est pas en manque de projets. Il écrit actuellement un nouveau one-man show qui reprendra justement son départ de France 2, raconté dans un ton guerre des étoiles. D'autres projets lui sont parvenus de Suisse, de Belgique, mais aussi de France, et notamment, même s'il n'a pas confirmé ou démenti, de C8, ou l'une des autres chaînes du groupe Canal+, via la maison de production de Cyril Hanouna, H2O Productions, qui porterait sur un jeu qui traiterait de l'amour. Néanmoins, ce jeudi, il a animé une émission sur une radio belge, Belle RTL, traitant justement d'une thématique autour de l'amour. Les premiers éléments de rentrée de France Télévisions, et oui, vous le savez, on approche de la fin de l'année, début du grand mercato médiatique. Invité des dessous de l'écran sur RTL dimanche dernier, la numéro 2 de France Télévisions, Takis Kandilis, est revenue sur la création d'un Hulu, service payant de streaming diffusant principalement des films et séries à la française pour contrer le géant américain Netflix, et a dévoilé les premières informations sur la rentrée de France Télévisions, Gaëtan. Concernant le service d'un Hulu à la française, France Télévisions s'est allié avec les services publics italiens et allemands, à savoir respectivement la ZDF et la RAI. Sur ce point, il déclare, je cite, « Tous les services audiovisuels publics ont des limites dans leur financement. On est obligé quelquefois de se mettre ensemble pour produire des gros programmes. Nous ne pouvons pas être concurrentiels des très grosses séries américaines et c'est là où l'on se met à plusieurs pour essayer de créer nos propres programmes qui soient le reflet de la culture et de l'ADN européen, qui soient d'une qualité élevée pour concurrencer ces Américains. » Il a également ajouté que cette alliance est amenée à grandir car des discussions avec d'autres opérateurs européens sont en cours. Ensuite, sur les premières pistes de la rentrée de France Télévisions, il revient sur l'éventuelle économie de 500 millions d'euros que devrait faire le groupe public, sans avoir encore eu la feuille de route et qu'il agira en conséquence. Il ajoute, je cite, le problème, n'est pas de supprimer ou pas une chaîne de télé, c'est aussi de faire évoluer le nombre de chaînes que l'on a vers les nouveaux usages. Je considère aujourd'hui que France 2, France 3, France 4, France 5, mais aussi France.tv et Slash sont des chaînes à part entière. Alors à un moment, si on doit faire 500 millions d'économies, des sommes absolument colossales, il faudra repenser nos moyens et remettre en géométrie tout cela. Le JDD a également relié que France Télévisions réfléchissait à déplacer France Info sur le canal 14 de la TNT et France 4 deviendrait de ce fait une chaîne numérique à l'instar de ce qu'il se fait en Angleterre avec la 3e chaîne de la BBC. Est-ce l'une des nombreuses pistes d'économie? Nous y reviendrons certainement dans les prochaines émissions. Pour France 2, la confiance envers Michel Drucker, qui a plus de 50 ans de télé à son actif, devrait être renouvelée pour une saison de plus. Thé ou café et 19h le dimanche devraient quant à eux s'arrêter. La première en décembre, selon OZAP, et le second serait proposé dans une autre case. La plateforme commune des programmes en replay des grands groupes français qui devait être lancée à l'automne dernier n'est pas morte. Au contraire, selon Takis Kandilis,
TF1 et M6 seraient intéressés. Les discussions sont là aussi en cours. Pour rappel, celles-ci devraient intégrer donc les replays de certaines chaînes, mais aussi de la SVOD par abonnement. Souvenez-vous, à présent, en juin 2014, Carrefour rachetait les magasins Dia en France pour près de 600 millions d'euros. Près de 4 ans après, et un changement d'enseigne en Carrefour Contact Marché, les 273 magasins n'ont jamais réussi à se relancer. Qu'en est-il de leur avenir ? Leur avenir sera connu le 4 juin en interne, Martin. Ce que l'on sait, c'est que le groupe cherche à revendre ses magasins, mais qu'il n'y a pas grand monde pour les racheter. Les premiers groupes à s'être manifestés sont Lidl et les magasins U, mais intéressés uniquement par 8 magasins sur les 273, 5 pour Lidl et 3 pour les magasins U. À savoir aussi que 2 autres sociétés sont intéressées pour reprendre 7 autres magasins, mais pas son personnel. Il s'agit de Action et McDonald's. Les 2000 employés des 265 contacts marchés devront donc chercher un nouveau travail, même si toutefois le groupe Carrefour a annoncé un reclassement dans d'autres fonctions. À savoir qu'au moment du rachat en 2014, c'est 800 points de vente qui étaient ouverts. Pour arriver aux 273 actuels, fermeture et revente ont été le maître mot. En 2017, la perte est estimée à quelques 150 millions d'euros. Et puis enfin, l'actualité en bref, mon cher Gaëtan, TMC lancé en Belgique et Orange qui a envoyé son dernier télégraphe. Cette fois-ci, ça y est, TMC est lancé en Belgique depuis ce mardi matin chez l'opérateur VOO. Les Belges pourront visionner entre autres Quotidien, Burger Quiz, Les Mystères de l'amour ou encore 90 minutes enquête. L'arrivée chez l'autre grand opérateur belge, Proximus, a été repoussée et devrait arriver courant de ce mois. Et donc l'actualité que tout le monde attendait sur le télégraphe, Orange qui met donc fin à son dernier télégramme. Orange a envoyé son dernier télégramme le 30 avril dernier à 23h59 précise. Celui-ci était à destination des employés et qui contenait, je cite, « Le dernier télégramme a été émis ce soir 23h59. Créé en 1879, le service était géré par Orange sur le site de Paris-Saint-Michel. Après 20h, sur le site de Paris-Alleré, c'est une page de l'histoire des télécoms qui se tourne au profit de nouvelles technologies. Bon vent et merci à tous nos collègues qui faisaient encore fonctionner ce service. Ceci tourne une grande page longue de 139 ans. Quasi plus utilisé du grand public, il était cependant encore beaucoup utilisé par les entreprises car le télégramme servait de preuve officielle pour la justice. Merci beaucoup mon cher Gaëtan et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles coulisses de l'info. C'est l'info, votre double page info du week-end, Martin Arnal. C'est la fin de cette émission, merci à toutes celles et ceux qui m'ont aidé à la préparer. Merci également aux invités qui ont participé cette semaine à l'émission, que ce soit Thierry Coville, Christophe Campestre ou Pierre Rondeau. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un 38e numéro de C'est l'info. Et oui, déjà les choses vont vite. N'hésitez pas donc à retrouver l'ensemble de nos chroniques sur notre site internet www.c-l'info.fr. Vous nous retrouvez en podcast sur iTunes et sur nos radios partenaires. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une excellente fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous.